Philippe Vigier, après les événements tragiques qui viennent de se dérouler, est-ce que les électeurs ont envie qu'on leur parle des élections régionales ? C'est pas un exercice simple parce que d'abord, les habitants de cette région, comme tous nos compatriotes en France, sont terriblement marqués par ces attentats meurtriers. Ces attentats meurtriers qui appellent de notre pays une réponse très forte. Cette réponse, elle passe par l'éradication du terrorisme, mais c'est pas simplement la France seule, ça doit être aussi l'Europe, ça doit être aussi le monde, parce que c'est le monde et c'est notre modèle de démocratie et qui est touché dans cette affaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de rassurer les Français qui sont inquiets. Alors, bien sûr, c'est compliqué, mais la démocratie, elle doit reprendre ses droits, c'est-à-dire qu'il doit y avoir à nouveau cette campagne pour les élections régionales. Pourquoi ? C'est un rendez-vous qui aura lieu dans moins de 3 semaines. Le président de la République, le Premier ministre ont souhaité maintenir ces élections, et moi je trouve que c'est une bonne décision, puisqu'il s'agit de la vie quotidienne des habitants du centre Val-de-Loire pour les 6 prochaines années. Donc la vie reprend ses droits et la campagne redémarre aujourd'hui. Néanmoins, la sécurité n'est pas dans les compétences de la région. Concrètement, vous pouvez quand même faire quelque chose. Vous parlez notamment de mettre des portiques dans les lycées, c'est possible ça ? Moi, ce que je crois que si la sécurité n'est pas une vraie compétence de la région, ces événements appellent de notre part une réponse. Et en matière de transport, je proposerai qu'il y ait des caméras dans tous les modes de transport qui dépendent du conseil régional, c'est-à-dire dans les cars TER, dans les trains TER, dans les gares, pour qu'on soit capable d'améliorer la détection et puis le fait que l'on doive retrouver celles et ceux qui ont commis des actes délictueux. En Angleterre, on vit comme cela, en tout cas nous pourrons le faire, et peut-être aussi des portiques sécurisés qui permettront, comme ça existe dans le métro à Paris, à côté de Bercy, au ministère des Finances, il y a des portiques sécurisés. Donc ce n'est pas une vraie compétence régionale, mais comme nous avons une responsabilité immense, c'est celle de transporter des centaines de milliers de personnes chaque année, eh bien je crois qu'il faut emprunter ce chemin, puisque le président de la République a dit lui-même aujourd'hui, au Salon des maires, j'ai besoin des maires, j'ai besoin des collectivités, car la sécurité, c'est l'affaire de tous. Bien, Philippe Vigier, nous allons essayer de rentrer un peu dans le vif du programme en fonction de vos compétences. Le centre était hier la plus grande ou l'une des plus grandes régions françaises. Vous serez peut-être demain à la tête de la plus petite région en termes d'habitants et au niveau du PIB. Comment votre équipe peut compenser ce handicap ? Comment relancer un peu la machine par rapport aux autres régions ? Écoutez, 2 choses. D'abord, cette région ne change pas de taille. Et ça veut dire qu'elles seront, dès début janvier, immédiatement opérationnelles. Et puis, comme nous avons prévu un plan de relance économique qui sera lancé dans le premier trimestre 2016, parce qu'on va faire en sorte qu'il y ait 500 millions d'euros de travaux qui soient engagés dans les 2 prochaines années. En plus, je dis bien en plus, des investissements habituels. Et puis, je vais vous dire les choses simplement. On va mettre le paquet en termes de développement économique, à l'export, à l'innovation, pour les transferts de technologie, pour le numérique. Bref, c'est l'entreprise qui seule permettra demain à cette région d'aller mieux, de retrouver le chemin de la croissance, le chemin de l'emploi. N'oublions pas que dans cette région, le chômage y a beaucoup plus augmenté qu'ailleurs, que dans les autres régions depuis plusieurs années. N'oublions pas que dans cette région, il y a plus de fermetures d'entreprises en moyenne que dans d'autres régions. N'oublions pas dans cette région qu'il y a moins de création d'entreprises que d'autres régions. Donc il y a une urgence économique, et derrière ce mot urgence économique, il y a l'urgence sociale. Tout nouvel élu veut imprimer sa marque en arrivant au perchoir ou à la présidence d'une collectivité. Quelle pourrait être votre première mesure ou symbolique ou vraiment fondamentale pour votre programme ou une mesure de rupture avec l'ancienne présidence ? Beaucoup, je vais dire à l'instant, ce plan de relance, c'est montrer qu'il y a une nouvelle équipe qui arrive, qu'on croit à la région, qu'on croit au potentiel des entreprises, qu'on va être là pour fédérer des énergies. Ils ont envie, moi, je vois beaucoup de monde au quotidien. En fait, ils veulent un signe de confiance. Et donc, ce plan de relance, je pense, est un beau signe. Un second signe que je tiens à souligner immédiatement, c'est quoi ? On va travailler main dans la main avec les départements, main dans la main avec les agglos, main dans la main avec les territoires ruraux. Donc, changer complètement la gouvernance. Et de considérer que la région n'est pas un problème, mais c'est une solution. Philippe Vigier, vous venez d'en parler, ce plan de relance qui s'élève, si je ne m'abuse, à 100 millions d'euros. 500 millions avec pas seulement pour la région, oui, tout financement. Est-ce qu'il va se faire, comment allez-vous le financer ? Est-ce qu'il va se faire au détriment d'autres politiques ? Est-ce que vous allez augmenter les impôts ou est-ce que vous allez augmenter la dette ? La question très précise, pas d'augmentation d'impôts, pas au détriment d'autres politiques.
On le fera par 2 mesures, une part en emprunt et l'autre part en économie de fonctionnement, parce que il y a des belles économies de fonctionnement à faire. En mutualisant, ce que j'expliquais tout à l'heure, en travaillant main dans la main avec les départements, main dans la main avec les agglomérations. Voilà, ça c'est une mesure très forte. Et la deuxième chose, naturellement, une part d'emprunt. Mais il y a l'emprunt qui est vertueux. L'emprunt vertueux, c'est celui qui permet d'accompagner de l'investissement. Car les investissements d'aujourd'hui seront les emplois de demain. Vous vous engagez pour la stabilité fiscale durant tout le mandat? Vous connaissez beaucoup de politiques qui peuvent s'engager comme ça à 6 ans, c'est compliqué. Je peux vous dire que je ferai tout pour ne pas toucher des impôts. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que dans ma commune, pendant 15 ans, je n'ai pas touché des impôts. Vous voyez, c'est un contrat de confiance que j'avais passé et que j'ai respecté malgré la baisse des dotations. Mais si jamais ce gouvernement venait accélérer encore la baisse des dotations l'année prochaine, ça deviendrait très compliqué. En tout cas, sachez une chose, transparence absolue. Et puis, encore une mesure importante, je lancerai un audit des finances régionales, puis je veux savoir exactement dans quel état on découvre cette région. Parce que vous pensez qu'on vous cache des choses? Seul l'audit permettra de le vérifier. Mais vous savez, si on n'en fait pas, on ne pourra pas dire après ah ben pourquoi vous n'avez pas demandé un audit. Non, je veux simplement savoir les choses. Quels sont les engagements précis qu'a pris la région? Par exemple, on voit qu'il y a un hangar à Châteauroux qui va démarrer sans même que le permis de construire ait été déposé. Je suis un peu surpris. On inaugure à tout va, en catastrophe, un certain nombre de choses. On fait rouler des trains fantômes entre Chartres et Voves. Enfin, tout est bon, quoi. Et la semaine prochaine, une première pierre de la gare de Chartres à 8 jours des élections. Enfin, on voit que manifestement, on confond beaucoup actuellement dans l'exécutif régional les inaugurations avec l'action, avec une stratégie. Votre plan de relance visera avant tout à aider le secteur des travaux publics, qui est assez sinistré dans la région comme partout. Ça veut dire que vous allez vous réinvestir dans le domaine des routes, contrairement à ce qui s'est un peu passé dans les précédents mandats. Et est-ce qu'en investissant massivement ou d'une manière importante dans le domaine des routes, vous pourrez en même temps financer les grands projets ferroviaires qui sont prévus comme Chartres-Orléans ou Orléans-Châteauneuf? Ce sont des choses complètement distinctes. Là, vous avez fait l'amalgame entre le plan de relance et des projets ferroviaires. Le plan de relance, je voulais préciser, sur les routes, où la région depuis 17 ans n'y va plus. Deuxièmement, sur la transition énergétique, les bâtiments qui appartiennent à la région, les lycées, les centres de formation d'apprentis. Troisièmement, l'accessibilité handicapée, nous sommes très en retard. Donc vous voyez qu'il y a des domaines dans lesquels nous allons pouvoir investir puissamment et on accompagnera dans le plan de relance des projets, des départements, une fois de plus, des agglomérations et on ira chercher des financements européens. Puis après, il y a les projets ferroviaires. Projets ferroviaires, on sait qu'il y a au moins 4 projets qui sont identifiés. Il y a Orléans-Châteauneuf, 250 millions d'euros. On sait qu'il y a une véritable attente. Un second, c'est Voves-Orléans, 250 millions d'euros. Un troisième, c'est Tours-Loche, un peu plus de 150. Un quatrième qui est remonté à la surface récemment, mais qui est important, c'est Châteauroux, en direction du nord, donc en direction de Loche, parce que là aussi, il y a des attentes très fortes. Donc tout ça fait plus de 600, 700 millions d'euros de travaux ferroviaires. En face, on a quoi comme ressources? On a une dotation de l'État dans le contrat de plan État-région, un peu plus de 150 millions d'euros, et on a 40 millions de l'Europe. Comment fait-on pour le reste? Donc il va falloir qu'on hiérarchise. Personne, je dis bien personne, ne peut prendre l'engagement de faire tous ces projets sur une seule mandature. Ça serait mentir. Vous voyez, les politiques, on les critique parce qu'ils avancent un certain nombre de propositions et qu'ils ne respectent pas les délais de réalisation de ces propositions. Quelles seront les priorités alors? Eh bien, nous définirons avec les collègues ces priorités. Il y en a au moins 2 qui sont naturellement au-dessus des autres. La première, c'est Orléans-Châteauneuf, et la seconde, c'est Voves-Orléans. Mais précisément, les études ne sont pas terminées sur Orléans-Châteauneuf. On ne connaît pas le coût définitif. Il faut bien que ces études, on les conduise. Quel est le meilleur tracé et quel dialogue avec les collectivités locales. Et sur Voves-Orléans, les études, parce que j'ai pris la tâche naturellement de tous les services de la SNCF, ne sont pas encore terminées. Nous ferons, avec tous mes collègues, une hiérarchisation des projets. Mais sachez, on va aller vite et fort. Autre sujet qui a fait polémique, les associations. Du côté de François Bonneau, on dit que vous allez supprimer les subventions, notamment au CAPASO. Est-ce que c'est la vérité ou est-ce que vous allez continuer à financer ces associations? Oui, François Bonneau est un peu à court d'arguments, comme il ne propose rien de nouveau pour cette région, puisqu'il l'a gouverné pendant 17 ans avec tous les échecs que l'on connaît. Est allé même raconter qu'on arrêtait de financer les associations. Malheureusement, il est mal tombé avec moi. Parce que la politique associative telle qu'elle exige, j'étais un de ceux qui l'ont portée sur les fonds baptismaux. Bien sûr, et nous sommes engagés par écrit, je suis allé devant les associations leur expliquer qu'on continuerait d'être présent pour les financer,
Première chose. Et deuxième chose, on ira plus loin. Parce que je les ai entendus. Ils nous ont dit, aidez-nous à financer la formation de nos bénévoles. Aidez-nous à apporter des soutiens en matière juridique, en matière fiscale pour nos associations, et nous le ferons. Et puis même encore plus, on ira plus loin avec elles. Moi, je tiens à la citoyenneté dans cette région. Et la citoyenneté dans cette région fait faire en sorte que les jeunes, en particulier, se sentent utiles. On va aider les jeunes en finançant le code du permis de conduire, en finançant l'attestation de formation au premier secours, en finançant le fameux BAFA qui sert à la vie associative. Mais en échange de ces financements que l'on propose aux jeunes, il faudra qu'ils donnent du temps pour le monde associatif parce que, il faut bien comprendre une chose, une société, ce n'est pas uniquement je prends sans donner, c'est je reçois et je donne, c'est gagnant, gagnant, donnant, donnant. Donc vous voyez que ce sont les associations que nous mettons aussi au cœur de l'engagement que nous avons pour cette région. Néanmoins, vos amis, puisque vous n'êtes plus au conseil régional, vos amis ne votaient pas les subventions aux associations en commission permanente. Ça n'est pas vrai. Ils ont refusé de voter 4 ou 5 subventions. Pourquoi ? Ils ont demandé des éclairages. L'exécutif et M. Bonneau ont été incapables d'apporter des précisions. J'ai même proposé au monde associatif qu'il puisse participer à une commission d'évaluation et de contrôle d'attribution des financements aux associations. Je n'ai pas vu cette transparence du côté de M. Bonneau et de ses amis. La région a compétence dans le domaine de la formation professionnelle et de l'emploi, et indirectement. Quel peut être le levier essentiel pour vous dans le domaine de l'emploi pour favoriser l'emploi, l'apprentissage ou d'autres secteurs pour créer de l'emploi ? Plusieurs choses. Un, la simplification de toutes les démarches administratives pour les entreprises qui n'en peuvent plus. Elles sont harassées de documents. Quand c'est compliqué, on ne fait plus. Donc on va simplifier à outrance. 2, on va adapter les formations au territoire. En clair, au lieu d'avoir un catalogue que l'on plaque quasiment chaque année, on va faire remonter des territoires les vrais besoins avec les entreprises, et je leur ai dit, et adapter des outils de formation bassin d'emploi par bassin d'emploi. Deuxième chose, mettre le paquet sur l'apprentissage qui est en chute libre. On a perdu 2500 apprentis depuis maintenant 5 ans, ne l'oublions pas. Et enfin, naturellement, améliorer la réactivité de la formation professionnelle, au-delà du fait qu'il faille l'adapter au bassin d'emploi. Vous savez, dans une entreprise, il peut y avoir un coup d'accélérateur, c'est-à-dire qu'on crée 10, 20, 30 emplois sur tel ou tel métier. Et là, il faut qu'on ait une formation qui soit proposée à des personnes qui peuvent, demain, prendre ce métier. Donc, et ça existe tout à fait insuffisamment. Donc, vous voyez qu'on va revisiter complètement, revoir complètement la politique des formations professionnelles, avec, naturellement, les partenaires sociaux, avec les entreprises, de manière à être efficace, car ce sont des budgets considérables. Un mot, formation professionnelle, apprentissage, c'est près de 100 millions d'euros. Mettre le paquet sur l'apprentissage, ça veut dire quoi ? Ça veut dire encore développer, augmenter les aides en direction des entreprises pour qu'elles puissent recruter des apprentis. C'est déjà arrêter la baisse, parce qu'elles ont baissé les aides aux apprentis, aux entreprises qui sont apportées pour les apprentis. On va déjà changer surtout l'image complète de l'apprentissage. L'apprentissage n'est pas l'ennemi des enseignants de l'éducation nationale. Il faut arrêter de considérer qu'il y a une seule voie, c'est la voie du baccalauréat. Depuis la déclaration de M. Chevènement, 80% d'une classe d'âge doit être au baccalauréat, ça a amené des jeunes, malheureusement, dans une impasse. Regardez ce qui se passe en France. Il y a plus de 2 millions de jeunes qui sont sans qualification et qui n'ont pas de boulot. Donc moi, je veux un autre modèle. Expliquer que l'apprentissage est une très belle voie, qui est au-delà d'un BP, d'un CAP, on peut avoir un BTS, on peut même devenir ingénieur par apprentissage. Donc notre ambition pour cette région, c'est plus d'étudiants en développant l'offre universitaire. Je rappelle que le nombre d'étudiants en 2015, c'est le même qu'en 2007. C'est un échec total. Donc plus d'étudiants, donc un renforcement de l'offre universitaire et renforcement de l'offre d'apprentissage. Et je demanderai naturellement aux entreprises de jouer à fond cette carte avec nous et aux chefs d'établissement, aux recteurs de cette académie, de nous accompagner. C'est une exigence absolue. Le tourisme, c'est un autre gisement d'emploi. Est-ce que vous comptez créer des emplois dans le tourisme ? Et est-ce que votre grand projet, ou plutôt celui de votre ami Guillaume Pelletier, de faire une sorte de puits du fou de la région Centre-Val de Loire, ça tient vraiment debout ? Nous avons une ambition très forte avec Guillaume Pelletier, avec Marc Fesneau, avec tous mes colissiers, c'est de faire de la région Centre-Val de Loire une destination touristique à l'échelle mondiale. Pour ça, on a un patrimoine bâti, on a un patrimoine naturel, on a des infrastructures, notamment avec l'aéroport de Tours. C'est à nous à faire en sorte que, pour devenir cette destination, plus de professionnalisation, un fonds stratégique d'investissement naturellement,
la formation pour les langues parce qu'il est insuffisamment maîtrisé, et puis un grand spectacle populaire utilisant toutes les technologies du numérique qui nous permettra de faire en sorte d'avoir un événement à l'échelle internationale, une fois de plus populaire, participatif. Alors ça sera peut-être un puits du Foubis, on va voir ce qu'on va faire un appel à projet. Rassurez-vous, il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'intelligence dans cette région, mais si vous arrêtez une seconde, le Puy du Fou, c'est l'identité de la Vendée, des Pays de Loire. Si vous regardez Vulcania, c'est l'identité de l'Auvergne. Donc, soyons fiers de chercher justement un événement qui nous rassemble, qui crée cette identité forte, parce que derrière le mot identité, il y a le mot attractivité. Derrière le mot attractivité, il y a le mot économie et le mot emploi. On va un peu aborder le domaine politique quand même. Vous avez des responsabilités locales, vous avez un métier, si on peut dire. Enfin, vous êtes député, vous êtes responsable du groupe UDI à l'Assemblée nationale. Vous serez peut-être demain donc président de la région. Est-ce qu'on peut assumer toutes ces responsabilités ou est-ce qu'il faut vraiment abandonner un mandat ? J'abandonnerai un mandat tout naturellement, puisque la règle du cumul des mandats imposera que je ne serai plus maire de ma commune. Mais pourquoi avant la loi ? Alors, vous voulez que je me mette en situation de faiblesse, faire comme M. Bonneau, qui n'est pas entendu à Paris, qui n'est pas écouté à Paris, dont la voix ne porte pas ? Non, au contraire. Je pense que si je suis élu président de région, c'est une chance pour cette région que ce soit un député qui, plus est président d'un groupe à l'Assemblée nationale. Vous voyez, à Versailles, j'ai fait partie de ceux qui se sont exprimés. Nous n'étions que 11. Ben oui, mais ça permet aussi d'avoir une voix qui porte plus. Ça permet aussi de frapper aux portes. Ça permet aussi à cette région, qui a souffert d'arbitrage politique que nous avons loupé faute de poids politique. Faute de poids politique. Eh bien, ça me permettra demain d'être plus fort pour le bien-être des habitants de cette région. Donc je serai, tant que la loi le permettra, député, président de cette région. Certains craignent que vous soyez un peu cannibalisé par Guillaume Pelletier et par son groupe qui sera majoritaire. Comment vous pouvez rassurer ceux qui sont inquiets ? Ceux qui me connaissent savent que lorsque je suis en responsabilité, j'exerce totalement les responsabilités qui me sont confiées. Je n'ai pas le moindre des doutes sur la solidité de la majorité qui va se constituer autour de moi. Donc, vous ne serez pas le moindre de doute. Aucune difficulté. Certains imaginaient que je serais comme cela, embrigadé. M. Bonneau à court d'arguments, expliquant que c'était une liste de droite, d'extrême droite, de droite extrême. Mais quand on n'a plus d'arguments, on dit n'importe quoi. Le centre, c'est nous, parce que Marc Fesneau est là. Je suis là. Guillaume Pelletier est là avec les Républicains. Sachez que nous entendons très bien. Vous voyez, on a eu des décisions très lourdes à prendre ces jours-ci pour mettre la campagne entre parenthèses, pour la reprendre dans des conditions, me semble-t-il, qui soient des conditions exigeantes et des conditions qui s'adaptaient à la situation que nous vivons. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'ai été extrêmement déçu par l'attitude de François Bonneau qui a continué de faire campagne pendant la période de deuil national. Oui, il était à Tours le samedi dernier. Il va vous raconter que c'est dans le cadre de sa présidence de région, avec tous ses collaborateurs autour. Pardonnez-moi, tout le monde voit tout ça. Moi, le deuil national, je l'ai respecté à la lettre. Et il est des moments où on ne peut pas tricher. Il est des moments où l'exigence morale doit nous porter. Voilà, donc moi simplement, j'ai proféré aucune attaque. Simplement, j'ai dit à mes colistiers, aujourd'hui même, que cette campagne, elle a toujours été digne de notre part. Elle devra être encore plus digne dans les prochains jours. Pourquoi ? En mémoire pour ceux qui sont tombés la semaine dernière au Bataclan et ailleurs, dans Paris, et en mémoire pour tous ceux qui, dans leur lit, souffrent et essayent de survivre.